チ、それがスタンドだ。ストーンフリー、私はこの石の海から自由になる。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à la dernière partie de notre bilan sur Stone Ocean. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à le faire parce qu'aujourd'hui, on va exclusivement se concentrer sur les derniers épisodes et aussi cette vidéo sera divisée en 3 points, dont le premier qui sera l'influence et l'impact de Dio sur cette dernière saison, le rapport au destin du père Pucci et de Jolyne, et nous allons conclure cette vidéo avec la question suivante: est-ce que cette fin est à la hauteur? J'irai même plus loin, est-ce que la dernière apparition de la dynastie Joestar répond et satisfait nos attentes? Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre pour que nous puissions répondre à cette question le plus clairement possible. Stone Free, 私はこの石の海から自由になる。 Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, celle-ci sera décomposée en 3 points. Mais dans ces derniers, nous n'allons pas rentrer en détail dans ce qui nous a été montré, parce que selon moi, et pour reprendre mes termes de la vidéo précédente, depuis l'arc du QHS, les choses tendaient à s'améliorer, que ce soit en termes de tension, d'action, de combat et de réflexion. Et ces derniers épisodes confirment cette tendance parce qu'ils sont absolument palpitants et intéressants à suivre. De fait, nous allons plutôt nous concentrer sur ce qui a été dit. Et parmi les premières choses que j'ai entendues et qui m'ont fait peur, ça a été le nom de Dio Brando. Parce que je me suis dit à ce moment-là, mais c'est grave frustrant parce que à la saison précédente, on a su s'émanciper de la dynastie Joestar, on a su s'émanciper de Dio Brando. Les deux ont été évoqués mais n'étaient pas au centre de la narration. Or, ici, dans Stone Ocean, on est en plein dedans. J'avais peur que Stone Ocean ne soit que une espèce de mini-parodie des meilleurs moments de Jojo dans ces derniers épisodes. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque l'anime m'a mis une gifle pour m'expliquer que les choses ne vont pas du tout se passer comme ça, parce que l'évocation de Dio Brando va se faire notamment à travers des flashbacks où on va le découvrir discutant avec le père Pucci, nous offrant un nouveau niveau de lecture concernant Dio, une nouvelle facette de lui qu'on avait peut-être subrepticement abordé dans Stardust Crusader, mais qu'on n'avait jamais du tout creusé. Donc on est assez loin de l'antagoniste qui avait préparé un plan pour revenir à la vie et qui avait manipulé son ami Pucci pour le forcer à le ressusciter. Là, on y est très 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 loin et j'étais totalement soulagé. Et surtout, je ne regrette pas d'avoir eu tort parce que cette réexploitation du personnage de Dio n'a en rien dénaturé son essence. Parce que même si selon moi, nous avons un Dio ici qui est dans la transmission, dans l'héritage et qui même quelque part a gagné en humanité à mes yeux en quelque sorte, on n'a pas perdu de sa superbe parce que aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas d'anime pour lesquels on a des antagonistes qui datent d'il y a fort longtemps, qui sont exploités à nouveau et qui sont rafraîchissants à nos yeux en tant que téléspectateurs. Et je trouve que ne serait-ce que sur cet aspect-là, c'est un véritable exploit qui mérite d'être salué. Par ailleurs, ces flashbacks sont aussi l'occasion pour nous de mieux appréhender la pensée et le plan du père Pucci, de le découvrir petit à petit parce que ces flashbacks arrivent de manière ponctuelle pour nous donner de plus en plus d'informations. Sachant que ça me donne l'impression que le tout premier flashback, ça a été la dernière conversation qu'il a eue avec Dio et au fil des épisodes, en fait, on remonte le fil pour comprendre l'origine de tout. Et franchement, c'était trop bien et ça, je ne regrette pas qu'il l'ait fait. Stone Free, 私はこの石の海から自由になる。 Alors, même si nous avons appris beaucoup de choses sur le père Pucci avec les flashbacks dont on a parlé précédemment, comment ne pourrais-je pas évoquer le cas de Weather Report qui s'est avéré être ni plus ni moins que le frère jumeau de Pucci. Et la première fois où on entend cette information, elle nous vient de Rikiel. Et à ce moment-là, le doute il est encore permis. On peut se dire c'est un sbire du père Pucci. Il essaie de semer la zizanie au sein du groupe de nos protagonistes. Sauf que quelques épisodes plus tard, on va apprendre que cette information est totalement véridique. Et c'est au moment exact où le père Pucci et Weather Report vont se retrouver embarqués dans un combat fratricide durant lequel Weather Report va récupérer son disque mémoire, lui donnant accès à ses souvenirs. Et ce qui va nous permettre à nous d'avoir accès à un flashback que je considérerais comme étant dans le top 5 des histoires les plus sombres et les plus tristes qu'il m'a été donné de voir.
Parce que cette histoire, elle met en scène deux jumeaux nés le même jour. Évident, me direz-vous. Sauf que, à côté de ça, il y a une femme qui a aussi donné naissance à son garçon et celui-ci est mort en sortant du ventre de sa mère, malheureusement. Et celle-ci, dans un élan d'égoïsme et un petit peu de beaucoup de tristesse, elle va carrément se servir dans le berceau des jumeaux et récupérer Weather Report et déposer le corps de son bébé. Et là, en fait, on se rend compte que la vie de plein de personnes vont totalement basculer parce que les parents vont se dire « Ok, on a eu 2 enfants, on en a perdu un » et on va avoir Weather Report qui, lui, va grandir dans une famille qui n'est pas la sienne. Et on va retrouver les deux quelques années plus tard. De son côté, on va retrouver Pucci face à la tombe de son frère et ses parents qui vont lui expliquer lorsqu'il aura l'âge de comprendre « Voilà, tu es venu au monde, tu avais un frère jumeau, malheureusement, celui-ci est décédé. » Et on va aussi découvrir la petite sœur du prêtre Pucci. Et encore un bond dans le temps, on va les retrouver à l'âge approximatif de 17, 18 ans, voire 20 ans. On découvre un Weather Report qui a vécu dans les bas quartiers de leur ville et qui est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. De l'autre côté, on va retrouver un père Pucci qui s'est lancé à la conquête de sa foi et celui-ci va se retrouver dans une église. Sauf qu'un jour, en balayant, il va se retrouver embarqué par une parassienne dans une confession qu'il n'aura pas choisi d'écouter, durant laquelle la meuf va lui apprendre « j'ai volé un bébé il y a quelques années de cela et celui-ci a un frère jumeau. » Et c'est que là que Pucci va lui dire « Connaissez-vous le nom de la famille dont vous avez pris le bébé ?» Et elle va répondre « La famille et le couple Pucci. » Et là, Pucci part en vrille. Sauf que, au même moment, Pucci apprend que sa sœur est amoureuse et qu'elle a un petit copain dont elle ne donne pas l'identité tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, Pucci est très content pour sa petite sœur qu'elle commence à s'épanouir en tant que jeune fille. Et en enquêtant sur son frère qui évolue dans la même ville que lui, dont il ne connaît pas encore forcément l'identité, il va se rendre compte que c'est finalement lui le petit ami de sa petite sœur. Et là, ça repart en vrille dans la tête du père Pucci. Comment peut-il faire? Parce qu'il a appris ça dans le secret de la confession. Donc, il ne peut pas trahir sa foi, mais en même temps, il ne peut pas laisser sa sœur et son frère s'embarquer dans une relation incestueuse. Et c'est là qu'il va avoir une idée pas du tout géniale et embaucher des mecs qui ont plus de muscles que de cerveau, qui vont devoir essayer de faire en sorte que le couple se sépare. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et que la sœur va perdre la vie et que Weather Report va se retrouver dans une rage folle et va vouloir venger la mort de son être aimé, ne sachant pas que celle-ci n'est autre que sa sœur. Mais ce flashback m'a permis de me rendre compte que le père Pucci est quelque part une victime de sa bonne volonté en fait. Ne sachant rien, il a pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et on se rend compte que finalement, tout est parti en couille. Mais on se rend compte aussi que ça donne tout son sens au plan et au pouvoir de Pucci qui veut finalement, littéralement, redémarrer un nouvel univers dans lequel toutes les personnes qui auront survécu à son pouvoir pourront bénéficier du savoir et des connaissances de la timeline précédente, ce qui leur permettront de faire face à leur destin. Parce que pour reprendre ces termes, lorsque l'on ne sait rien, la seule chose qui nous attend, c'est le désespoir. Et très sincèrement, la manière dont ça a été fait pour nous montrer les intentions et les ambitions du père Pucci, ça a été fait d'une main de maître. C'était juste pour moi un des moments les plus incroyables qui m'a été donné de voir dans JoJo's Bizarre Adventure. Mais arrivé à ce stade de conversation et d'échange, vous êtes en mesure de me dire, mais qu'en est-il de Jolene ? Alors, en ce qui concerne Jolene et son nœud du destin qui la lierait au père Pucci, je vous avoue que je suis quelque peu mitigé parce que certes au début, notamment avec Riquel, on se pose la question lorsqu'elle a terminé avec sa main sur son cou, est-ce que c'était le coup du sort ou est-ce que Jolene l'a fait exprès? Est-ce que tous les chemins mènent à Rome et donc au père Pucci? Ensuite, il y a eu un deuxième moment fort, c'est notamment celui où Weather Report perd la vie. Jolene débarque en voiture, il y a un accident qui permet entre autres au père Pucci de s'échapper et donc de se rendre au point qui lui permettra d'accéder au paradis. Et hormis ces deux gros moments où vraiment on a en fait le doute qui est installé et qui est concret, j'ai pas la sensation qu'on ait eu la réponse à cette question, ou tout du moins moi je ne l'ai pas
ressenti, je ne l'ai pas vu cette réponse, donc je ne sais pas trop quoi penser en vérité. Donc si vous avez une théorie, une explication sur l'impact de Jolyne vis-à-vis du père Pucci, sachez que je serai ravi de vous lire. Et en ce qui nous concerne, nous allons nous attaquer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir est-ce que la fin qui nous a été proposée est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de JoJo Bizarre Adventure. ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。 Alors, j'aimerais commencer mon propos par la phrase suivante. Il fallait oser le faire. Il fallait avoir les balls de faire ça. Parce qu'on parle d'une fin d'un animé et on sait comme il est compliqué de faire une fin qui mettra tout le monde d'accord. Et on parle de ceux qui sont là depuis le début. On parle de ceux qui ont rejoint en cours de route. Mettre tout le monde d'accord, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues avec la fin de Naruto. C'est des choses que nous avons vécues avec la fin de Soul Eater. Et j'en passe et des meilleurs. Et là, l'auteur de JoJo s'est dit, je ne veux pas d'une fin classique, je vais totalement utiliser mon dernier antagoniste pour reboot l'univers. Et qui plus est, mes personnages principaux de cette nouvelle saison vont tout simplement mourir et disparaître. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que toute cette timeline qu'on a connue et qu'on a suivie pendant tout ce temps, au moment où je vous parle, dans les faits, n'existe plus. Et ça m'a donné la sensation que l'auteur, dans cette fin, s'adressait directement à nous en tant que téléspectateurs pour nous dire il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je repense à la scène où on a Emporio qui est sur le dauphin qui va lui conduire à la rive pour le conduire à bon port, pour reprendre les termes de Jolyne. Et celui-ci en fait tient le fil de Stone Océan comme si Emporio en fait était le téléspectateur qui essaie de s'accrocher à tout ce qu'il a connu, à tout ce qu'il a aimé. Et là on a Jolyne qui lui fait comprendre que Emporio, il va falloir que tu avances vers l'avenir, mais sans moi, sans tout ce que tu as connu, et j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Et vraiment, cette scène, c'est... Moi, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais j'ai limite ressenti comme si la lignée de Joestar s'adressait à moi pour me dire « Ça y est, notre histoire, elle est terminée. J'ai apprécié passer du temps avec toi, mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. » Et même si, dans un sens... je ne suis pas véritablement satisfait de cette fin, elle ne me déçoit pas pour autant. Parce que je pense qu'il me faudra juste le temps de faire le deuil de JoJo Bizarre Adventure et juste prier pour que la suite qu'on va nous proposer soit un renouveau digne de son héritage, tout simplement. Et même si Stone Océan ne fait pas partie des JoJo que je préfère, mais il fait clairement partie de ceux qui m'auront marqué de par toutes les directions qu'il a osé prendre et les différents traitements qu'il a osé nous proposer. Et très clairement, j'ai envie de dire à JoJo, merci pour tout. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.